Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors voilà, je suis rentré, je suis de retour de New York après une semaine tout simplement incroyable. Pour ceux qui me suivent sur Twitter et sur Instagram, vous avez pu suivre un petit peu mon aventure à New York. D'ailleurs, j'ai posté le premier vlog sur mon voyage hier soir sur la chaîne. Donc le premier vlog est consacré à mon départ et comme vous le verrez, mon départ a plutôt été catastrophique. J'ai eu en gros tout ce qu'on n'espère pas lors d'un vol aller, toutes les petites choses qui peuvent arriver pour vous gâcher votre voyage. Mais voilà, au final, je suis bien arrivé à New York, comme vous pourrez le voir dans le vlog numéro 1. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et donc, dans les prochains jours, je vais vous sortir les autres vlogs pour vous montrer un petit peu d'autres images de New York. On s'est un petit peu baladé à travers toute la ville, et comme je vous l'avais dit, on est allé à 4 shows de catch. NXT TakeOver New York, le G1 Supercard organisé par la Ring of Honor et la New Japan, WrestleMania 35 et le Raw le lendemain de WrestleMania. Et donc aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour la review WrestleMania 35. Donc en gros, en fait, je vais revenir rapidement sur tous les matchs. Rapidement forcément parce qu'on avait quand même 16 ou 17 matchs. Et à côté de ça, en fait, je vais vous donner mon impression en live qui est forcément assez différente de l'impression télé. Car j'ai remarqué en fait encore une fois cette année quand j'étais aux États-Unis que quand je discutais des différents shows que j'ai vus avec des amis qui sont en France, qui l'ont vu à la télé, eh bien nos impressions étaient assez différentes. Par exemple, j'étais légèrement déçu par moments de NXT TakeOver New York, mais par contre tous les gens qui l'ont vu à la télé m'ont dit que c'était un des meilleurs shows qu'ils ont vu depuis très longtemps. Après par contre le G1 Supercard, le show organisé par la Ring of Honor et la New Japan, c'est tout simplement le meilleur show que j'ai vu de ma vie, et honnêtement maintenant j'ai vu une belle petite liste de shows de plusieurs fédérations différentes, mais le show de la New Japan et de la Ring of Honor au Madison Square Garden était incroyable. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi en fait, mais c'est parce qu'il y avait vraiment que des purs fans de catch. Alors qu'à l'inverse, en fait, lors des événements WWE, maintenant, vous avez un petit peu de tout. On n'a pas seulement des fans de catch hardcore, j'ai envie de dire, mais on a aussi des gens qui viennent juste par curiosité pour voir en fait ce qu'est la WWE, parce que maintenant, vraiment, la WWE aux États-Unis, c'est commercial en fait. Donc on y va comme pour aller voir un match de foot ou un match de basket, c'est du divertissement. Mais du coup, par exemple, lors de NXT TakeOver, on sentait par moments que la foule était moins dedans, parce que justement, en fait, la foule ne connaissait pas forcément des catcheurs comme Walter. Alors que durant tout le G1 Supercard, du début jusqu'à la fin, la foule était totalement dedans. C'était chant sur chant sur chant. Et puis on a eu des surprises magnifiques, des spots incroyables. Moi honnêtement, l'entrée de Great Muta, le fait de voir Great Muta en live, sachant qu'on savait pas qu'il était là, c'était une des plus belles surprises de ma vie. C'était un des plus beaux moments du week-end. Je le mettrais juste en dessous, mais alors vraiment juste en dessous de l'entrée de The Undertaker. Voir The Undertaker, c'était encore une fois le plus beau moment du week-end. Parce que vraiment, t'as des frissons en fait quand il rentre dans le ring. Mais à côté de ça, l'entrée de Great Muta lors du J1 Supercard, c'était incroyable. Maintenant, par contre, en fait, ce qui est beau à voir quand on regarde les shows à la télé, parce que depuis j'ai pu regarder tous les shows maintenant que je suis rentré, c'est le niveau de la production en fait de la WWE comparé au reste. Même un show moyen de la WWE sera mieux à la télé que les shows des autres fédérations parce qu'ils savent mieux filmer et mieux enregistrer le son. Du coup en fait même si la foule sera un petit peu moins chaude, eh bien eux ils savent bien régler les volumes, ce qui fait en fait qu'on a toujours l'impression que la foule est à fond. Alors que par contre lors du show de la New Japan à la télé, clairement ils ont mal enregistré la foule et ils ont mis le son des commentateurs trop fort. Du coup honnêtement en fait le rendu télé est beaucoup moins bon que l'ambiance en live. C'est pour ça que c'est intéressant au final de pouvoir voir le show en live et le show en direct pour pouvoir comparer les deux. Et donc justement en parlant de comparaison live et sur place, honnêtement pour WrestleMania 35, cette année sur place c'était un petit peu compliqué. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail à la fin pourquoi, mais l'argument principal en fait c'était le froid. Déjà le show était un petit peu long je dirais, mais au final quand je l'ai regardé chez moi je l'ai pas trouvé si long. Après je vous avoue que chez moi j'ai pas regardé le pré-show, et je pense que le pré-show en fait limite il sert à rien honnêtement. Si ce n'est pour placer les gens qui ne sont pas sur la carte principale, mais sinon honnêtement le pré-show il avait pas vraiment de plus-value, à part le changement de titre par équipe et le changement de titre Cruiserweight. Mais bon honnêtement 7h30 de show c'était un petit peu trop long selon moi, sur place en tout cas, parce qu'en fait on a été tué par le froid durant la soirée. Il faisait vraiment très très froid. Et le problème à New York en fait c'est qu'un jour il fait 25 degrés et le lendemain il fait 5 degrés. Et parfois c'est même dans la même journée. Du coup en fait dimanche nous le matin quand on est parti il faisait assez beau, donc on n'a pas emmené les gants, on n'a pas mis 2 paires de chaussettes par exemple, parce qu'on s'est dit ça va il va faire chaud. Mais comme on s'est trompé les gars, un truc de malade. Il a commencé à faire 5 degrés je dirais pendant la soirée, peut-être même moins en fait à cause du vent, il y avait un sale vent en fait durant WrestleMania 35. Donc voilà, je dirais pas que ça a gâché tout le show, mais je dirais que la dernière heure honnêtement il faisait tellement froid que c'était compliqué d'être à fond dans le show, un petit peu comme l'année dernière en fait. Du coup le main event on a souffert.
Et à côté de ça, il y a eu un autre gros point négatif lors de WrestleMania 35, mais on en parlera à la fin de la vidéo. C'est par rapport au transport en fait depuis le MetLife Stadium jusqu'à New York. Mais donc voilà, malgré la longueur du show et malgré le froid sur place, honnêtement c'était une soirée magnifique et qui a super bien commencé. Donc d'abord on va passer sur le pré-show très rapidement parce qu'honnêtement c'était pas la partie de la soirée la plus intéressante. Donc d'abord on a eu le match pour le titre Cruiserweight entre le champion Buddy Murphy et le challenger Tony Nese. Et au final on a eu le droit à un nouveau champion avec Tony Nese qui bat Buddy Murphy grâce à un running knee. Donc voilà, nouveau champion. Maintenant, comme je l'avais dit dans mes previews, je trouve que pour le moment, on ne connaît pas assez Tony Nese. Il n'a pas forcément beaucoup été mis en avant à 205 Live. Pas encore beaucoup de profondeur dans son personnage. Donc voilà, maintenant, je demande à voir, je demande à le découvrir encore plus dans les prochains 205 Live. Ensuite, la bataille royale féminine. Donc à la fin, en fait, on s'était retrouvé avec Sarah Logan toute seule dans le ring. Donc on pensait qu'elle allait remporter le match. Mais en fait, Carmella n'avait pas été éliminée. Du coup, elle est remontée sur le ring et elle a réussi à éliminer Sarah Logan. Donc vainqueur Carmella, j'ai envie de dire pourquoi pas. Honnêtement, je ne suis pas forcément pour, je ne suis pas forcément contre. Maintenant, j'espère que ça va pouvoir lui servir, qu'elle pourra l'utiliser pour un potentiel push. On passe au troisième match et je vous avoue que j'avais oublié qu'il était sur le pré-show ce match. C'est le match pour le titre par équipe de Raw entre les Revival et Zack Ryder et Kurt Hawkins. Très bonne réaction de la foule pour l'entrée de Kurt Hawkins et Zack Ryder. Et honnêtement, on était prêts, on était là pour voir ce changement de titre et surtout la fin de la streak de Kurt Hawkins qui le méritait en fait. Pour info, il en était à 269 défaites d'affilée. Et voilà, c'est la fin de cette streak incroyable de défaites. Et nous avons le droit à des nouveaux champions par équipe. Kurt Hawkins et Zack Ryder qui deviennent à nouveau champions par équipe. Honnêtement, la foule était ravie de voir ce changement en live. Et ce qui était marrant, c'est que beaucoup pensaient que dès le lendemain à Raw, ils allaient directement perdre le titre et le redonner au Revival. Mais au final, non, ils ont bien conservé leur titre à Raw. Et pour le moment, ils sont toujours champions. Et donc, petit détail par rapport aux vainqueurs de ces 3 premiers matchs. Il faut savoir que Kurt Hawkins, Zack Ryder, Carmella et Tony Nese sont originaires de la région de New York. Donc voilà, en fait, la WWE a souhaité mettre en avant les talents locaux. Et on termine le pré-show avec la bataille royale André the Giant. Et donc forcément, dans ce match, on s'est concentré sur Braun Strowman et les 2 acteurs de Saturday Night Live. C'est d'ailleurs les 3 dernières personnes qui étaient dans le ring. Mais au final, sans grande surprise, Braun Strowman a éliminé les 2 acteurs et il a donc remporté la bataille royale André the Giant. Donc voilà, à ce moment-là, 2 heures sont passées, donc c'était le moment de prendre des forces. Moi, je suis allé me chercher une bonne assiette de frites avec des tenders. Ça m'a bien réchauffé pour les prochaines heures. Et honnêtement, de toute manière, le show a débuté de manière phénoménale. C'est ça ce qui est bien avec la WWE, c'est qu'ils savent vraiment lancer WrestleMania. Ils nous l'ont prouvé avec WrestleMania 35. Donc d'abord, on a eu le droit au chant sur l'Amérique. Ensuite, on a eu le droit à les hélicoptères qui ont survolé le stade. Puis feu d'artifice et entrée de Alexa Bliss. Et donc là, Alexa Bliss nous réserve une petite surprise. Et donc la surprise pour débuter, pour lancer le show, c'est la musique de Hulk Hogan. Et Hulk Hogan qui fait son entrée. Honnêtement, moi comme je vous l'avais dit dans mes pronos, j'espérais voir 3 personnes lors de ce WrestleMania. C'était soit The Rock, soit Steve Austin, soit au moins Hulk Hogan. Et honnêtement, c'était génial de vivre l'entrée de Hulk Hogan en live dans le stade. Toute la foule dans le stade a explosé parce que voilà, c'est Hogan quoi. C'est le plus grand nom de l'histoire du catch. Et ça fait plaisir de pouvoir le voir à WrestleMania. Honnêtement, ça lance le show comme il faut en fait. Et donc, petite remarque aussi par rapport à mon placement dans la salle, comme vous pourrez le voir dans les vlogs. Donc nous, on était dans la section 200. Et en fait, beaucoup de personnes m'ont demandé si on voyait bien. Ils avaient l'air étonnés du placement des gens. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, WrestleMania se fait dans des stades, des stadiums. Et que ces stades sont gigantesques. Et donc forcément, à la base, en fait, ils sont faits plutôt pour des matchs de football américain qui s'étendent sur tout le stade. Mais forcément, pour un show de catch avec l'action qui se passe juste au centre du stade dans le ring, il faut comprendre en fait que forcément on ne voit que des silhouettes quand on regarde le ring. Et du coup en fait dans le stade, à part pour les personnes qui sont au sol et qui payent honnêtement très cher pour leur place, les gens qui sont dans les gradins regardent surtout les écrans. Donc par contre on voit très bien l'entrée, on voit très bien la scène, on voit le ring, mais on va dire qu'on regarde surtout les écrans pendant le match pour pouvoir très bien suivre l'action. Et donc du coup il faut savoir qu'il y a 4 écrans au milieu au-dessus du ring, ainsi que 4 écrans en hauteur de chaque côté du stade, pour que tous les fans puissent correctement voir le show, peu importe où ils sont placés. Donc voilà, c'était juste pour expliquer qu'en fait dans WrestleMania, dans le stade, il faut comprendre qu'on ne voit pas très bien le ring, qu'on regarde surtout les écrans, mais en fait on est là pour l'ambiance, on est là pour les entrées, on est là pour la scène, on est là pour les feux d'artifice, on est là pour les surprises, on est là pour les changements de titre, pour les chants de la foule. C'est incroyable et indescriptible à vivre en direct. Et honnêtement, je peux vous dire que sur les 14 abonnés de Catch Club qui ont fait le voyage avec nous, il n'y avait pas une personne qui était déçue. Tout le monde nous a remerciés parce qu'ils ont pu vivre leur rêve. Et moi aussi, je peux vous l'assurer, je viens de vivre un rêve à nouveau. Cette semaine et la semaine dernière que j'ai passé pour WrestleMania 34 et WrestleMania 35, c'est tout simplement, je pense, les 2 plus belles semaines de ma vie. Parce que voilà, en tant que fan de catch passionné depuis 25 ans,
je peux pas vous décrire à quel point c'est fou de vivre ces moments sur place, notamment les changements de titre. Et donc justement en parlant de changement de titre, alors que Hulk Hogan avait terminé son speech et qu'il faisait ses pauses avec Alexa Bliss, d'un coup en fait on a Paul Heyman qui fait son entrée et qui se dirige vers le ring. Et on voit Hulk Hogan qui est choqué, qui ne sait pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, d'après les news, en fait, Hulk Hogan ne savait réellement pas ce qui se passait. Parce que la décision de placer le match entre Brock Lesnar et Seth Rollins au début du show a été prise à la dernière minute. Et donc là, honnêtement, on a le droit à une pop génialissime de la foule. Tout le monde est en train de se regarder et de se poser la question. Et là, Yann se retourne directement vers moi et il fait « Mec, on va avoir le match pour le titre universel, là, tout de suite, en opener. » Et donc, c'est bien ce qui s'est passé. En fait, Paul Heyman a expliqué que si son client ne passe pas en main event, il ne va pas attendre toute la soirée en coulisses et perdre sa soirée. Il veut avoir son match tout de suite pour pouvoir par la suite rentrer à Las Vegas où il sait qu'il est apprécié. Et là, en fait, Paul Heyman fait un clin d'œil à l'UFC pour dire que voilà, s'il n'est pas apprécié à la WWE, il sait où aller et Brock Lesnar peut aller à l'UFC. Et donc, on a le droit à l'entrée de Seth Rollins avec un burn it down énorme de la foule et derrière l'entrée de Brock Lesnar. Brock Lesnar avec des feux d'artifice, c'est toujours mieux. Et donc honnêtement, très gros match pour débuter WrestleMania. À la base, en fait, Brock Lesnar a attaqué Seth Rollins avant même qu'il ne rentre dans le ring. Et là, il s'est acharné sur lui, principalement sur son dos. Et du coup, en fait, on ne savait pas si Seth Rollins allait pouvoir débuter le match. Mais au final, l'arbitre a sonné la cloche. Et là, au départ, Brock Lesnar a enchaîné avec quelques German suplex. Mais au final, au bout d'un moment, Seth Rollins a poussé Lesnar sur l'arbitre. Et là, en fait, comme l'arbitre était KO, Seth Rollins a porté un coup dans les parties intimes de Brock Lesnar. Et derrière, il lui a porté 3 fois le stomp pour la victoire. Et donc vainqueur et nouveau champion universel, enfin j'ai envie de dire, Seth Rollins. Honnêtement ça a fait super plaisir à la foule, tout le monde a explosé dans le stade et on voulait voir ça, on voulait un nouveau champion universel. Et on l'a eu. Et honnêtement, je pense que c'était le type de match qu'il fallait pour lancer le show. La foule a adoré. Mais par contre, une petite remarque très rapide. Une fois qu'on a vu tout le show avec Yann, on s'est dit que potentiellement ce match aurait dû au final être le main event. Je vous avoue que même si je suis pour la révolution féminine et que j'ai adoré voir les femmes en main event, et ben à la fin du show les gens étaient un petit peu KO sur place. Donc même si à l'écran ça ne s'est pas vu, parce que comme je vous l'ai dit, la WWE sait concentrer le son sur là où il y a du bruit et le public est chaud, et bien ça ne s'est pas forcément vu à la télé, mais à la fin en fait les gens n'étaient pas totalement dans le main event parce qu'ils étaient fatigués et ils avaient froid. Du coup en fait potentiellement il aurait fallu un match court de type Seth Rollins, Brock Lesnar à la fin et le match féminin en début de show pour qu'elles aient toute l'attention de la foule. Personnellement, c'est le changement que j'aurais effectué à la carte. Ensuite, on enchaîne avec le second match, donc Randy Orton contre AJ Styles. Et là, en fait, il y a une partie de la foule qui a eu un souci durant le match, ce qui fait que vous avez pu entendre plusieurs chants durant le match. En fait, c'était une partie de la foule qui se plaignait parce que la WWE avait oublié d'éteindre un spot, un projecteur, et du coup, il y avait toute une section de la foule qui n'a pas vu le match entre Randy Orton et AJ Styles. Tout simplement parce qu'ils étaient aveuglés par ce projecteur. Donc voilà, heureusement, nous, c'était pas de notre côté, mais forcément, du coup, t'es un petit peu moins à fond dans le match parce que tu regardes ce qui se passe dans la foule et t'écoutes les chants. Mais du coup, quand j'ai re-regardé le show, je peux vous dire que j'ai vraiment bien aimé le match. Comme je l'avais dit, en fait, je pensais que ces deux catcheurs allaient bien ensemble et ils nous ont donné un bon match avec pas mal de contres assez intéressants. Maintenant, honnêtement, c'est dommage d'avoir ces réactions de la foule provoquées par une erreur de la WWE. Et c'est surtout choquant en fait de voir ce genre d'erreur de la part de la WWE parce qu'honnêtement, c'est arrivé lors de NXT TakeOver, lors de WrestleMania et aussi lors de Raw. Donc voilà, je comprends pas comment à ce niveau de production, parfois des employés oublient d'éteindre des projecteurs. Et donc à la fin, c'est AJ Styles qui a remporté le match avec un phénoménal forearm au bout de 16 minutes 20 environ. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe de SmackDown entre les Usos contre Rusev et Shinsuke Nakamura, contre Ricochet et Aleister Black, et de Bar, Sheamus et Cesaro. Donc comme d'habitude, je vais pas vous décrire ce qui se passe dans les matchs, je pense que vous avez vu le show. Je suis surtout là pour vous donner les vainqueurs et mes impressions par rapport au show, et aussi vous parler un petit peu des spots qui m'ont marqué. Notamment dans ce match, quand j'y repense, le spot qui m'a le plus marqué, c'est ce Cesaro Swing, quand Cesaro en fait a fait la toupie comme d'habitude, mais que cette fois-ci il a fait beaucoup plus longtemps que d'habitude. Honnêtement, je me demande comment il fait à chaque fois pour rester debout après ce Cesaro Swing. Statistique intéressante, c'est la 3e année d'affilée que les Usos arrivent à WrestleMania en tant que champion par équipe, et cette année ils ont réussi à conserver leur titre. Ils ont terminé le match avec leur double splash sur Sheamus pour la victoire, et honnêtement, ils le méritent totalement. Mais donc pour info, parce que je pourrais sûrement pas faire de review de Raw et SmackDown cette semaine, spoiler concernant SmackDown, donc si vous avez pas vu SmackDown, passez les 10 prochaines secondes, les Usos ont perdu le titre par équipe contre Matt et Jeff Hardy à SmackDown, donc nouveau champion par équipe, les Hardy Boys. Et donc encore une fois, un bon match, WrestleMania a vraiment bien commencé au niveau des matchs et de la qualité du catch. À ce niveau-là, la foule était encore totalement dans le show. Ensuite, on a eu le droit à la présentation des catcheurs qui ont été intronisés au Hall of Fame cette année, et donc là c'était cool
cool de pouvoir voir ces catcheurs, notamment le Honky Tonk Man, Booker T et Stevie Ray de Harlem Heat, Brutus le Barber Beefcake, Tori Wilson, Bret Hart de la Hart Foundation. Bret Hart, c'est le premier catcheur que j'ai vu à la télé quand j'avais 4 ans, comme je vous l'avais déjà dit. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, Bret Hart et Kevin Nash, c'est mes 2 catcheurs préférés de quand j'étais jeune, quand j'étais gamin. Donc forcément, c'était super cool de voir Bret Hart en direct, en live, en vrai. Et en plus, donc très rapidement, je vais revenir sur l'incident qu'il y a eu lors du Hall of Fame cette année pour ceux qui sont pas au courant. Donc moi, en fait, pendant la cérémonie du Hall of Fame, j'étais au Madison Square Garden pour le G1 Supercard, mais j'avais le Wi-Fi et du coup, en fait, il y a des fans qui m'ont dit ce qui s'est passé. En fait, pendant la cérémonie du Hall of Fame, pendant que Bret Hart était en train de faire son speech, un fan est monté sur le ring et il l'a ceinturé et il l'a jeté au sol. Et donc, en fait, il a essayé d'agresser Bret Hart. Donc voilà, honnêtement, je sais même pas quoi dire. C'est tellement stupide, c'est tellement dégueulasse que de faire ça, quoi. Je veux dire, à une légende, à un mec tellement génialissime comme Bret Hart, qui en plus a plus de 60 ans, qui a subi plusieurs problèmes de santé durant sa vie, des crises cardiaques, etc. Donc je veux dire, on touche pas à une légende comme Bret Hart, mais directement, en fait, des catcheurs sont montés sur le ring, notamment Shane McMahon, Travis Brown, le mari de Ronda Rousey, et le New Day. Et donc, en fait, ils ont essayé de séparer Bret Hart de cet agresseur, ils ont réussi très rapidement. Donc, heureusement, Bret Hart n'a rien, il va très bien. Et en fait, par la suite, les catcheurs, honnêtement, se sont acharnés sur ce mec qui honnêtement le méritait. Je ne suis pas pour la violence, mais si ce mec en fait il prend pas cher, il comprendra pas, c'est ça le problème. Donc voilà, honnêtement, Travis Brown, le mari de Ronda Rousey, s'est acharné sur ce type, il lui a mis plusieurs gros coups de poing, et puis par la suite en fait on a Dash Wilder qui est un grand fan de Bret Hart, et qui était très énervé quand c'est arrivé, qui a mis un gros coup de poing dans la tête de cet agresseur, pendant que les catcheurs étaient en train de l'évacuer de l'arène. Voilà, connaissant Vince McMahon, j'imagine qu'il a viré du monde après cet événement, et c'est normal en fait, parce qu'une sécurité correct n'aurait jamais dû laisser quelconque fan monter sur le ring à ce moment-là. Donc clairement en fait il y a eu un problème au niveau de la sécurité et j'imagine qu'il y aura des conséquences sur les prochaines cérémonies Hall of Fame par rapport aux fans et ça c'est triste pour les fans en fait. Mais bon, heureusement Bret Hart a pu terminer son speech et la soirée s'est terminée comme il le fallait sans souci. Et donc pour terminer par rapport aux autres catcheurs qu'on a présentés également à ce moment-là à WrestleMania 35, on a eu le droit à l'entrée de la DX et le thème de la DX pareil, c'était une grosse pop dans le stade, ça faisait plaisir à voir. Ensuite, le 4e match de la soirée, c'était le Miz contre Shane McMahon. Donc voilà, c'était un false count anywhere, c'est-à-dire que les catcheurs en fait pouvaient effectuer le tombé n'importe où dans l'arène, ce qui leur a permis en fait très rapidement de sortir du ring et de se balader en fait dans le public, puis de monter petit à petit jusqu'à la zone où il y avait les différentes tables des commentateurs étrangers. Et du coup d'ailleurs, on a pu voir Christophagis et Philippe Chéreau. D'ailleurs, comme vous pourrez le voir dans mon second vlog, j'ai pu à nouveau voir cette année Christophagis après NXT TakeOver. On a pu passer un petit moment avec lui après le show. Et donc par rapport à ce match, on s'attendait forcément à un gros bump et on l'a eu. À la fin en fait, The Miz apportait une souplesse à Shane McMahon du haut d'une structure vers le sol. Donc bien sûr, hein, c'était pas le sol direct, c'était une espèce de plateforme qui a amorti le choc. Mais par contre, à la suite du choc, Shane McMahon s'est retrouvé sur The Miz. Et du coup, en fait, l'arbitre a effectué le tombé. Et c'est Shane McMahon qui a remporté le match. Pour info aussi, au début du match, le père de Miz, Papa Miz, a essayé d'intervenir pour protéger son fils. Mais au final, il s'est fait frapper par Shane McMahon. Ce qui avait un petit peu déclenché un feu en fait en The Miz durant le match. Mais bon, au final, malheureusement, il a perdu. On enchaîne maintenant avec le match pour les titres par équipe féminin. Avec Sasha Banks et Bayley contre les Iconics, contre Nia Jax et Tamina, contre les Divas of Doom, Natalya et Beth Phoenix. Et honnêtement, j'ai envie de dire grosse surprise parce qu'on a eu le droit à un changement de titre lors de ce match, avec une victoire des Iconics un petit peu sortie de nulle part, je m'y attendais pas du tout. À la fin, en fait, Beth Phoenix a porté son Glam Slam sur Bayley de la seconde corde, et donc si je me rappelle bien, c'est Peyton Royce qui a jeté Beth Phoenix en dehors du ring, et pendant ce temps, Billie Kay a fait le tomber sur Bayley pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouvelle championne les Iconics. Et je vous avoue que j'ai aimé ce changement, j'ai aimé les voir, elles étaient clairement très émues. Ça se voit en fait que c'est deux amies d'enfance qui sont en train de réaliser leur rêve. Et moi qui avais beaucoup de mal au départ avec l'équipe, je vous avoue en fait que maintenant je les adore. Je trouve qu'elles jouent parfaitement leur rôle. Et du coup je suis content de les voir championnes. Mais par contre il faut savoir qu'apparemment ça n'a pas du tout plu à Sasha Banks. Et que d'après les rumeurs, Sasha Banks aurait demandé à quitter la WWE lors de WrestleMania 35. Une fois qu'elle a appris qu'elle allait perdre le titre par équipe. Parce qu'elle pensait en fait que elle et Bayley allaient garder le titre plus longtemps, et d'après les journalistes, elle n'apprécie pas que ce soit les Iconics qui aient remporté le titre, car selon elle, maintenant le titre va devenir un petit peu un titre comédie. Maintenant pour le moment, les détails sont assez flous, donc je vous en parlerai plus en détail dans les news ce week-end, mais apparemment Sasha Banks souhaiterait quitter la WWE. On enchaîne avec le 6ème match, c'est le match pour le titre WWE, entre Daniel Bryan, accompagné par Rowan, et Kofi Kingston avec le New Day. Et donc honnêtement, je vais vous le dire directement, personnellement, c'était mon match préféré de la soirée, et c'était clairement dans le top 5 de mes moments préférés cette semaine. Parce qu'honnêtement, c'était le match où je pense que
tout le monde dans la foule était totalement à fond dedans. Et ça se sentait quand tu étais dans l'arène. Parce que pour le reste des matchs, honnêtement, il y avait parfois des moments où des fans n'étaient pas à fond dedans. Parce que forcément, en fait, il y a des gens qui n'aiment pas le catch féminin. Ou alors, il y a des gens qui n'aiment pas le catch par équipe, par exemple. Mais ce match, tout le monde voulait le voir. Et tout le monde souhaitait voir Kofi Kingston gagner. Et honnêtement, j'ai adoré voir le match en live et j'ai encore une fois adoré le regarder quand je suis rentré. J'ai même été choqué par le niveau du match quand j'ai pu le regarder à nouveau parce que je m'étais pas rendu compte à quel point il était génial. Tellement en fait sur place j'étais surexcité en fait quand je le regardais. Mais honnêtement on a eu le droit à vraiment un très bon match de catch avec un Daniel Bryan qui était au top de son art, au top de sa forme. Honnêtement ce match c'était une victoire pour Kofi Kingston. Mais c'était également une grosse victoire pour Daniel Bryan. Je pense qu'en fait, on a tous trop rapidement oublié que Daniel Bryan avait dû prendre sa retraite pendant plus de 2 ans à cause de différentes commotions cérébrales et qu'il a effectué son retour seulement il y a 1 an justement à WrestleMania 34 où j'étais déjà l'année dernière à la Nouvelle-Orléans et j'avais pu voir son retour. Mais honnêtement, je veux dire l'année dernière, son retour s'est effectué petit à petit. On a commencé avec un match par équipe, ensuite une rivalité horrible avec Big Cass et en fait au départ un run en tant que face, en tant que gentil qui était plutôt moyen. Et là, honnêtement, depuis qu'il a effectué son heel turn, il s'est totalement retrouvé. Et là, on avait le droit au grand Daniel Bryan à WrestleMania 35. J'ai adoré voir ça. Et à côté de ça, j'ai adoré voir Kofi Kingston, qui était vraiment totalement encore soutenu par la foule. Sa hype en fait, et l'engouement autour de lui ne s'est pas effondré. J'avais peur que ça baisse petit à petit, comme ça a baissé pour Becky Lynch, je trouve. Mais honnêtement, non, pas du tout. La foule était totalement derrière Kofi durant tout le match. On a eu le droit à un match génialissime, j'ai trouvé. Je dirais peut-être même le meilleur match de la soirée. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est mon préféré. Et à la fin, on a eu ce qu'on voulait. On a eu cette récompense, ce changement de titre qu'on attendait tous. À la fin, en fait, Kofi Kingston, justement, utilisait les techniques de Daniel Bryan. Il lui tenait les bras et il a commencé à lui stomper la tête. Et derrière, il a porté le Trouble in Paradise pour le compte de 3. Donc, vainqueur et nouveau champion du monde. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir dire ça. Kofi Kingston. Honnêtement, c'est un terme que j'utilise pas souvent, mais voilà, c'est vraiment un moment de communion. On a tous vécu ce moment ensemble avec Kofi Kingston, avec le New Day, avec les enfants de Kofi Kingston. C'était tout simplement génial, et je pense que c'était un des plus beaux moments que j'ai vécu en tant que fan de catch sur place. Un changement de titre mondial, c'est vraiment incroyable à vivre. Mais alors en plus, quand ça a été si bien construit, si bien amené, et que ça a été vraiment amené par les fans de manière naturelle, c'est indescriptible. Donc voilà, j'espère que vous avez aussi ressenti ça quand vous avez regardé le show. Et en tout cas, sur place, comme je vous l'ai dit, c'était magique, c'était magnifique. On enchaîne très rapidement avec le 7ème match, parce que ce match a duré moins d'1 minute. C'était donc Rey Mysterio contre Samoa Joe. Donc beaucoup d'actions en 55 secondes environ. D'abord Joe qui met quelques coups, puis Rey Mysterio qui renverse la situation, qui porte notamment son 619, mais au final Samoa Joe arrive à lui porter son coquina clutch, et Rey Mysterio tombe dans les vapes en moins d'1 minute, du coup l'arbitre sonne la cloche. Donc vainqueur et toujours champion des États-Unis, Samoa Joe. Et honnêtement, moi j'ai adoré la construction de ce match, parce que voilà, ça a permis de faire participer Rey Mysterio à un nouveau WrestleMania. Mais je veux dire, Rey Mysterio n'a plus besoin de victoire ou de titre. Il est à un niveau en fait où il peut mettre en avant les autres. C'est son rôle maintenant à la WWE. Et là, il l'a parfaitement joué. Il a mis en avant Samoa Joe comme il le fallait. Et donc maintenant, on passe au 8ème match de cette carte principale. Et je vous avoue en fait qu'à partir de ce match, j'ai senti un changement d'ambiance. Les fans ont clairement commencé à être moins dans le show. Dans le stade, c'était clair et net. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça se voyait à l'écran selon vous. Comme je vous l'ai dit en fait, grâce à la production de la WWE, ça se voit pas forcément. Parce que eux, à la limite, ils peuvent augmenter le volume du son des fans. Donc même si en live, on sent clairement qu'ils font moins de bruit, à la télé, ça va pas se voir. Mais moi, je peux vous le dire, les fans ont clairement moins été dans le show à partir du match suivant, c'est-à-dire Roman Reigns contre Drew McIntyre. Et d'ailleurs, pour info, on a même pu entendre des fans qui ont hué Roman Reigns. Donc voilà, ça commence déjà à nouveau. Et d'ailleurs, le lendemain, lors de Raw, il y avait un concours des meilleures pancartes lors de la pub. Et il y avait un fan qui avait une pancarte. Est-ce que c'est trop tôt pour commencer à huer de nouveau Roman Reigns? Et donc voilà, je saurais pas vous expliquer vraiment pourquoi. Est-ce que c'est le niveau du catch qui était moyen? Est-ce que c'était le froid qui a commencé à vraiment calmer les fans sur place? Mais les gens étaient moins à fond dans ce match. Et du coup, ça s'est clairement senti dans l'arène. Après, c'est aussi parce qu'on a eu un énorme match juste avant. Je pense que comme les fans étaient épuisés émotionnellement par la prise du titre de Kofi Kingston, eh bien ils étaient tout simplement moins à fond dans le match entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Et le match entre Samoa Joe et Rey Mysterio est passé trop vite en fait
pour que les fans aient le temps de reprendre leurs esprits. Donc voilà, victoire de Roman Reigns avec un spear au bout de 9 minutes. Mais comme je vous l'ai dit, match plutôt décevant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ensuite, donc très rapidement, on a eu le droit au segment de Elias. Elias qui était dans le ring pour faire une petite chanson. Et en fait, lors de WrestleMania, Elias s'est fait interrompre par John Cena. Mais pas le John Cena actuel. Le John Cena qui est revenu aux bases, le Dr. Thuganomics. Et je vous avoue que Cena a réussi à réveiller la foule. Mais encore une fois, j'imaginais une pop plus grande, donc honnêtement je pense que sur place le froid commençait à vraiment faire son effet. Et donc voilà, on a le droit au retour du rappeur John Cena, qui nous a sorti plusieurs belles punchlines sur Elias, et à la fin il a terminé en l'attaquant, et honnêtement les fans étaient ravis de voir ça, donc voilà, bon segment sur John Cena, et je veux dire ça me paraît logique, il faut utiliser John Cena à WrestleMania, c'est quand même John Cena quoi. Le prochain match, c'était Batista contre Triple H, un no holds bar match, donc en gros un match où tout est permis. Batista qui a trébuché quand il est rentré dans le ring, on a pu voir que heureusement ça l'a fait rire, ça l'a fait sourire. Et donc derrière on a eu un Triple H qui a vraiment voulu être sadique. Donc voilà, il a notamment frappé Batista avec une chaîne, ensuite il a sorti une pince et il a essayé de broyer les doigts de Batista. Et par la suite, il a sorti une autre pince, et en fait, il a arraché l'anneau que Batista avait au nez. Et là, du coup, je vais vous donner un petit secret de production pour ceux qui l'ont pas vu en fait à l'écran. Vous pourrez le checker quand vous regarderez à nouveau WrestleMania 35. En fait, au moment où Triple H arrache l'anneau de Batista au nez, vous pouvez voir Batista tout de suite se cacher le nez. Et en fait, si vous regardez bien à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Triple H n'a absolument rien enlevé au nez de Batista. Et en fait, Batista se cache le nez, il sort du ring, et il enlève son anneau lui-même. Mais du coup, en fait, comment est-ce que Triple H s'est retrouvé avec un anneau à la main qu'il montre à la caméra? Eh bien, si vous regardez bien, tout de suite quand Batista sort du ring, l'arbitre va vers Triple H et il lui glisse quelque chose à la main discrètement. Vous pouvez le voir à l'écran, la caméra a capturé ce moment. Vous verrez en fait l'arbitre qui glisse quelque chose à la main de Triple H et en fait c'est tout simplement ce faux anneau. Donc voilà, Batista lui sort du ring et il enlève l'anneau pour faire croire qu'il se l'est fait arracher. Pendant ce temps, l'arbitre donne un autre anneau similaire à Triple H, comme ça il peut faire semblant d'avoir arraché l'anneau. Et forcément pour ceux qui connaissent pas ce genre de petits tricks et tous les enfants qui croient réellement au catch, et ben toutes ces personnes-là vont croire que c'était réel. Donc voilà, joli tour de passe-passe de la part de Triple H et Batista, et ça vous montre encore une fois l'importance et le rôle des arbitres durant les matchs, les différentes tâches qu'ils ont à accomplir. Et donc pour info, à la fin du match, Ric Flair est intervenu pour donner à Triple H un sledgehammer, son fameux gros marteau, et pendant ce temps il a essayé un petit peu d'attirer l'attention de Batista, ce qui a permis à Triple H de mettre un gros coup de sledgehammer dans la tête de Batista, et derrière il a porté son pedigree pour la victoire. Donc vainqueur Triple H qui ne prendra pas sa retraite, car il faut savoir que la carrière de Triple H était en jeu durant le match. Donc voilà, personnellement au final je vous avoue que la défaite de Batista ne me gêne pas, vu qu'au final il y a eu une intervention. Donc voilà, en fait Batista n'a pas perdu de manière clean, il a fallu une intervention extérieure de Ric Flair pour que Triple H puisse gagner le match. Et donc pour info, depuis Batista a annoncé qu'il prenait sa retraite du monde du catch. Donc voilà, c'était le dernier match de la carrière de Batista, et en fait il a expliqué que c'était sa manière de remercier Triple H, car c'est Triple H en fait qui a construit Batista et qui l'a mis en avant à la base. Ensuite on continue avec la déception de la soirée. Un match qu'on espérait qu'il allait être annulé ou modifié, mais au final il a bien eu lieu. C'est le match entre Kurt Angle et Baron Corbin. Donc voilà, j'ai pas envie de passer trop de temps sur ce match. Honnêtement, en fait, je comprends pas trop pourquoi la WWE a tellement insisté pour faire gagner Baron Corbin. D'après les journalistes américains, en fait, c'est pour que Baron Corbin puisse utiliser le fait qu'il a provoqué la retraite de Kurt Angle. Mais honnêtement, ça va être oublié très rapidement et ça va pas apporter un plus à Baron Corbin, parce qu'actuellement Baron Corbin ne vaut rien. C'est un mec avec un pantalon noir, une chemise noire et pas de personnalité, pas de gimmick. Actuellement le gars c'est personne, honnêtement, il a rien pour lui, il a aucun personnage. Et la WWE c'est une question de personnage, c'est une question de charisme. Donc voilà, il faut vraiment que Baron Corbin fasse totalement un travail, qu'il change tout, parce que sinon honnêtement pour moi là c'est perdu pour lui. Malgré le fait que d'une manière incompréhensible, il a les officiels de son côté. Honnêtement pour moi à la télé, Baron Corbin c'est zéro quoi. Et donc voilà, de manière très triste, à la fin il a remporté le match avec son End of Days. Et donc derrière, Kurt Angle a eu le droit à une standing ovation de la part du public. Et voilà, on était tous un petit peu abasourdis parce qu'on avait du mal à croire que c'était le dernier match de la carrière de Kurt Angle et que sa carrière se termine de cette manière. On enchaîne avec l'avant-dernier match de la carte principale, le match entre Bobby Lashley accompagné par Lio Rush et le démon Finn Balor. Donc j'ai pas pu faire de review la semaine dernière à cause de mon départ à New York, mais du coup je tiens juste à préciser, j'ai pas compris pourquoi est-ce que la WWE a annoncé le retour du démon. J'aurais adoré qu'il garde la surprise, je veux dire.
Pourquoi l'annoncer à Raw? C'était un petit peu bizarre selon moi. Mais donc par contre au niveau du résultat, pas de grande surprise. Le démon est invaincu, le démon est imbattable. Et donc quand Finn Balor se transforme, il ne perd pas. Du coup il a remporté le match grâce à un powerbomb puis son coup de grâce. Et donc on a Finn Balor le démon, nouveau champion intercontinental. Et donc on passe au main event, le match pour le championnat par équipe de Raw et de SmackDown. Et honnêtement comme je vous l'ai dit en fait le seul problème c'est que là on était à 7 heures de show. Les gens étaient un petit peu fatigués sur place et surtout les gens avaient très froid. Du coup honnêtement les fans étaient un petit peu moins à fond dedans, surtout au départ. Par la suite en fait les catcheuses petit à petit ont réussi à réchauffer et à réveiller les fans. Mais au début je vous avoue que c'était un petit peu difficile de se plonger dans le main event. Et donc par rapport à ce main event en fait il y a plein de doutes, il y a plein de rumeurs par rapport à la fin du match. Parce que comme vous le savez maintenant, si vous avez vu le show, à la fin donc c'est Becky Lynch qui a remporté le match. Mais le problème en fait lors du tombé, c'est qu'au départ quand l'arbitre fait le compte de 3, les épaules de Ronda Rousey ne sont absolument pas au sol. Et donc apparemment en fait d'après les rumeurs, d'après les journalistes américains, ce n'était pas la fin prévue pour le match. En fait d'après les journalistes américains, la fin prévue pour ce match, c'était que Becky Lynch devait faire abandonner Charlotte Flair. Donc maintenant je vous avoue qu'au final je pense qu'on ne saura jamais la vérité. Mais voilà apparemment cette fin n'était pas la fin prévue. Et d'après les dernières news, l'arbitre a même reçu une amende de la part de Vince McMahon. Parce que quand les arbitres font des erreurs de ce genre, ils reçoivent des amendes. Et donc là ce serait bien le cas, Vince McMahon aurait donné une amende à cet arbitre. Et donc voilà, c'est pour ça en fait qu'on peut voir que Ronda Rousey est étonnée à la fin du match. Elle n'était pas contente en fait de s'être fait river les épaules au sol et de perdre le titre de cette manière. Mais voilà, en tout cas, on a bien eu le résultat qui était prévu, dans le sens où on était bien censé avoir, quoi qu'il arrive, Becky Lynch championne. Donc voilà, je vous avoue qu'on a eu le droit à une belle pop à ce moment-là, mais honnêtement, il faisait tellement froid et les gens étaient tellement KO que tout le monde a très rapidement quitté le stade. Et donc là, pour terminer avec la dernière remarque par rapport au show, et là je suis obligé de faire une remarque très négative par rapport à la WWE. Franchement, la WWE a donné un petit peu l'impression qu'elle s'en foutait des fans sur place. Parce que quand tu sais qu'il va faire tellement froid, honnêtement t'essayes de faire en sorte que le show se termine un petit peu plus tôt. Et surtout en fait, tu préviens la ville. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, alors en fait pour rentrer du MetLife Stadium, il fallait prendre un train qui te menait vers New York et ensuite le métro. Sauf que le problème, c'est que la WWE n'aurait pas prévenu la ville de New York que le show allait terminer si tard. Ce qui fait que nous, on est parti en premier et du coup, honnêtement, on s'est retrouvé dans une queue incroyable. Imaginez-vous 82 000 personnes qui sortent en même temps pour prendre le train. Et du coup, on n'a pas eu les 2 premiers trains, mais on a réussi à choper le 3e, si je me rappelle bien. Mais le problème, en fait, c'est que après notre train, il y en aurait eu seulement un autre. Et ensuite, les transports se sont arrêtés aux alentours du MetLife Stadium. Et à ce moment-là, en fait, des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées autour du MetLife Stadium. Et donc tout ça, en fait, c'est à cause d'un problème de communication de la WWE qui n'a pas prévenu la ville de New York. Et du coup, en fait, le lendemain, le gouverneur de New York a dû prendre la parole et il a expliqué que la WWE les a seulement prévenus le soir même que le show allait terminer si tard. Et du coup, il a dit qu'à ce moment-là, c'était pas possible d'effectuer des changements au niveau des transports. Et du coup, malheureusement, c'est les fans qui ont payé le prix. Des gens ont dû marcher des kilomètres du MetLife Stadium jusqu'à New York et ensuite seulement essayer de pouvoir choper un taxi ou un Uber. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de taxi ou de Uber au MetLife Stadium même. Donc apparemment, ça a été un cauchemar pour les gens qui ont mis des heures à rentrer chez eux. Et honnêtement, je peux même pas vous dire à quel point je suis heureux de pas avoir été bloqué parce que j'aurais pété un câble tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que j'imagine que ça a gâché l'expérience pour ces fans. Alors que nous, heureusement, on a bien pu rentrer, il n'y a pas eu de soucis. Mais bon, voilà, ça fait toujours chier pour les autres. Donc voilà, pour terminer, tout ce que j'ai à dire, c'est que voilà, je pense que c'était un bon WrestleMania. Le pré-show honnêtement était un petit peu inutile à part le match pour les titres par équipe selon moi. Après on a eu le droit à un super début de show avec notamment la surprise Hulk Hogan puis la surprise pour le titre universel. Ensuite, c'était super jusqu'à la victoire de Kofi Kingston, où là vraiment c'était l'apogée en fait de WrestleMania 35, le meilleur moment de la soirée. Et derrière en fait petit à petit ça a commencé à baisser et à partir du match entre Roman Reigns et Drew McIntyre, clairement en fait la foule n'était plus vraiment dans le show. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de WrestleMania 35 dans les commentaires. Et donc voilà, vous verrez des images de tout ça, de mon expérience, de mon arrivée au MetLife Stadium, des images du groupe, des images de WrestleMania, des images de New York, etc. dans mes vlogs. Donc la première partie est en ligne, n'hésitez pas à la checker, comme ça vous verrez toutes les galères qui me sont arrivées lors de mon vol aller justement vers New York. La partie 2 arrive ce week-end. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve donc ce week-end sûrement pour des news WWE et la partie 2 de mon vlog WrestleMania 35. Ciao tout le monde!